Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Majuscule Propos. Ce soir, nous revenons sur un événement diplomatique qui pourrait fragiliser un espoir naissant de paix dans notre région. C'est bien sûr les allégations infondées tenues à l'encontre du Rwanda par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable Kamere Loa Kanyigini Vital, lors de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement tenue à Genève le 30 juillet. Donc, le Parlement du Rwanda a vivement réagi à ces propos. Il y a une déclaration. Le Parlement du Rwanda exprime sa préoccupation face aux allégations infondées à l'encontre du Rwanda par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Et lors de la 6e conférence mondiale des présidents du Parlement tenue à Genève le 30 juillet, l'honorable Kamere, c'est lui qui a prononcé ses propos. On est avec Tite Gatawazi pour faire un décryptage sur les propos de Kamere. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Pourquoi tant de contradictions? Quel est votre point de vue sur contradictions? Kamere est dans une position très délicate sur la scène politique congolaise. Donc, il doit faire plaisir au président Tshisekedi, dont l'obsession, c'est d'accuser le Rwanda. Alors, toute la classe politique, tous les journalistes, tous ceux qui veulent faire plaisir à Tshisekedi doivent répéter cette rengaine-là contre le Rwanda. Kamere n'est pas à sa première contradiction, n'est pas en odeur de sainteté à la présidence. Je me souviens que lors d'une session des parlementaires francophones au Canada, des députés congolais avait presque agressé Mme Louise Mushikiwabo parce qu'elle n'a pas prononcé les mots qui plaisent à Kinshasa. Dans une autre session des parlementaires, le professeur Mbata avait ramé pour obtenir une déclaration contre le Rwanda qu'il n'avait pas obtenue. Kamere va à Genève. On sait très bien qu'il est surveillé de très près par le camp Tshisekedi, qui ne l'aime pas du tout. Et donc, il essaye, si tu veux, je crois qu'il est en train de se racheter auprès des caciques de l'UDPS et il doit, en tant qu'officiel congolais, répéter ce que veut entendre Tshisekedi et son entourage. Oui, merci beaucoup. Je rappelle qu'on parle maintenant du dialogue régional, donc entre diplomatie et contradiction, la cohérence qui est mise à l'épreuve ici. Quel impact sur la ratification de l'accord et surtout que reste-t-il de l'engagement parlementaire en faveur de la paix? On fait ce décryptage avec Tite qui va nous parler de l'analyse du côté de la RDC, mais on aura aussi Maître Gassomina qui nous parlera de la mise en œuvre du côté de la République du Rwanda. Alors, par rapport à ces contradictions, que représente donc tout d'abord à l'interne? Parce que ce n'est pas seulement sur la question de l'Est. Bon, la classe politique congolaise, elle est ce qu'elle est. Elle est fondée sur quoi? Sur la dépravation des mœurs. C'est eux-mêmes qui le disent. Sur l'inversion des valeurs et sur l'enrichissement personnel. Il n'y a pas un politicien congolais qui travaille pour le pays. Ils travaillent pour eux-mêmes. La scène politique aujourd'hui, elle représente quoi? L'union sacrée est en train de tanguer. On ne voit pas vraiment qu'est-ce que c'est que cette union sacrée. Kamere fait partie du directoire de l'union sacrée, mais on sait très bien le niveau de conflit qu'il a avec le camp de Tshisekedi. Il faut quand même rappeler que Kamere Dirkab de Tshisekedi a fait la prison pour détournement de fonds publics,
À la sortie de la prison, on lui offre une balade à travers le pays où il fait ce qu'ils ont appelé sa tournée Amani. Kamere n'est pas au clair avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est tout le temps en train de naviguer, il cherche ses mots, il ne nomme pas les causes réelles, profondes des crises qu'il y a dans ce pays. Or, s'il y a quelqu'un qui est un vieux routier de la politique de ce pays, de sa géographie, de sa sociologie, Kamere en fait partie. Et donc, que Kamere ne prenne pas la mesure des causes réelles qu'il y a depuis quoi? Depuis les années 60. Que Kamere se plaise à jouer avec les mots pour éviter de dire clairement qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Ça, on le sait depuis fort longtemps. Ils sont en train de faire diversion. Parce que là, la bataille, c'est quoi? Ils veulent former un nouveau gouvernement. Et avant de partir pour Genève, on a vu la communication de Kamere qui dit il n'y aura pas un ministre de son parti qui entrera au gouvernement sans que ce soit lui qui l'ait désigné. Donc on peut imaginer que ça ne va pas très bien entre lui et ceux qui sont en train de former ce nouveau gouvernement. Depuis quelque temps. On a entendu plusieurs fois. Parlons, si vous permettez, Oui. parlons de ce gouvernement, puisque ça fait un bout de temps qu'on parle de ça, il y a toujours de mise à jour. Où en sont-ils? Ben aujourd'hui, ils ont sorti un communiqué qui n'en est pas un. Tshisekedi a quand même dit qu'il va garder la première ministre, Mme Souminwa, et qu'il veut faire un gouvernement resserré. Ils ont toujours des ministres pléthoriques qui ne servent pas à grand-chose. Et donc maintenant, ils veulent... C'est ça, juste les deux informations. La première ministre reste en place et on aura un gouvernement de taille de 50 ministres où ils ont quand même le chic d'avoir des vice-premiers ministres, des ministres d'État, voilà. Ça choque parce que Tshisekedi aurait quand même souhaité avoir Fayoulou au sein de son gouvernement, pour dire qu'il a fait une ouverture vers l'opposition. Mais Fayoulou pose des conditions que Tshisekedi n'accepte pas. Tshisekedi promet de lui faire des concessions, mais on sait très bien que Tshisekedi, ce n'est pas un homme qui tient parole. À côté de la formation du gouvernement en gestation, il y a quand même la question du dialogue inclusif porté par la Senko et l'Église protestante. Et on sait que Fayoulou essaie de s'arrimer à ce dialogue pour jouer un rôle. Quand on parle de dialogue ici, on est toujours à l'interne. Oui, en interne. C'est la Senko, les évêques catholiques qui se sont ralliés à l'Église protestante, oui, qui disent finalement qu'il faut que les enfants du Congo puissent se parler et discutent de leurs problèmes. Étant donné que Tshisekedi, lui, il a fait du Rwanda son bouc émissaire, lui n'a pas de problème. Tous les problèmes du Congo sont causés par le Rwanda. Et les autres n'ont pas cette lecture-là. Donc, ce dialogue voulu par la Senko, soutenu par tous les partenaires de la République démocratique du Congo, Fayoulou essaye, comme il peut, de s'arrimer à ça, de soutenir l'initiative, en fait, pour affaiblir Tshisekedi. Voilà. Alors là, on parle de dialogue régional. Oui. Alors, c'est quoi l'impact si, à l'interne, ils ne peuvent pas avoir un dialogue? Est-ce qu'ils sont à mesure d'exécuter les accords qu'ils ont signés? On commence à se lasser un peu de l'attitude, du comportement, du discours des autorités de Kinshasa.
Un coup, on va signer, on va négocier, on accepte qu'on va le faire. Un coup, on contredit ce qu'on a signé. Un coup, il y a de la mauvaise foi dans la démarche de Tshisekedi et de tout ce qu'il fait comme négociation. À Doha, il envoie une délégation. Son ministre Mouyaya dit que la délégation ne représente pas le gouvernement congolais. Ouais. Allez-y comprendre. Les délégués qui arrivent à Doha n'ont pas, ils disent qu'ils n'ont pas le mandat. Et donc, chaque fois, ils doivent interrompre les séances pour aller se référer à Kinshasa et demander, et demander, et demander. Ça, c'est fatigant. Regardez un peu quand ils ont signé, que ce soit à Washington ou à Doha, on a l'impression que ça reste à l'extérieur. Il n'y a pas de séance d'explication des accords négociés par des officiels congolais. On ne voit pas de démarche pour que le ministre en charge puisse ramener ça au niveau du Conseil des ministres et qu'on envoie au Parlement, non. Et donc, ça montre qu'il y a de la cacophonie. Est-ce qu'ils font ce qu'ils ne comprennent pas? Je ne suis pas de cet avis, moi. Je pense que c'est assez réfléchi. C'est pour torpiller le processus de paix qu'ils sont en train de négocier et qu'ils ont signé. Alors, en parlant des accords, puisque là, maintenant, de votre point de vue, ils ne retournent, c'est comme si les accords, ça reste à l'extérieur, à l'intérieur, ne reviennent pas pour bien expliquer à la population. Et des fois, vous dites que c'est une contradiction. Revenons sur maintenant la position donc, du Rwanda, la mise en exécution des accords. Ici, on va écouter les analystes politiques de la sous-région estiment que la volonté du Rwanda, donc, de mettre en pratique les accords de paix signés dernièrement à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo exige donc de celle-ci une volonté similaire pour garantir la paix dans la région. C'est en tout cas le point de vue de Maître Gasseminel. On va écouter et on revient tout à l'heure. Très bien. Hier, les deux chambres réunies du Parlement rwandais ont voté une loi. Et c'est une loi portant ratification de l'accord de paix qui a été signé à Washington entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi par le Rwanda parce que bon, c'est un cadre juridique qui est en train d'être mis en place, qui avait commencé bien entendu par l'adoption de ce projet de loi par le Conseil des ministres qui, par la suite, a été envoyé au Parlement pour vote. Donc la loi a été votée. Il ne reste que l'assentiment du chef de l'État qui va apposer sa signature dessus et sa publication au journal officiel pour que ce soit une loi d'application au Rwanda. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé à Washington. Et on pense que d'autres actions sont en train d'être menées simultanément avec effectivement la création de ces cadres juridiques. Mais tout ceci dénote effectivement la volonté du gouvernement rwandais de mettre en place un cadre, de mettre en place un climat, de faire à ce que l'accord qui a été signé puisse être mis en œuvre. Mais malheureusement, on n'observe pas la même chose de l'autre côté de la frontière, parce qu'aucun acte concret n'est en train d'être posé dans la mise en œuvre de l'accord en question. Donc je pense peut-être que c'est un retard, ou je ne sais pas, peut-être que c'est délibéré ou peut-être qu'il y a des contraintes. Ce sont les officiels du gouvernement congolais qui peuvent le dire. Mais en ce qui nous concerne, nous en tant qu'observateurs, on voit que le gouvernement rwandais met tout en œuvre pour effectivement faciliter la mise en œuvre de cet accord. Mais de l'autre côté, les actions qui se multiplient sur le terrain montrent qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à la mise en œuvre de cet accord, surtout que la mise en œuvre de cet accord implique le désarmement des FDLR
et lesquels FDLR sont alliés à l'armée gouvernementale congolaise. Donc je ne pense pas que ce soit aussi une tâche facile de séparer son armée de ses alliés et pendant une période difficile où on est en train de préparer des opérations militaires, parce qu'on voit sur toutes les lignes de front, le gouvernement de la République démocratique du Congo renforce ses positions, il recrute encore des mercenaires, les militaires burundais font des va-et-vient à partir du Burundi, traversant la frontière vers le sud Kivu. Donc les préparatifs sont très avancés, ce qui nous font croire qu'il y a quand même des opérations militaires en vue qui sont en train d'être préparées par le gouvernement congolais. Et je ne vois pas qu'ils peuvent préparer la guerre et puis en même temps mettre en œuvre l'accord de paix qui a été signé à Washington le mois dernier, donc au mois de juin, le 27. Alors, il vient de souligner que de son point de vue, Maître Gassomina, qui est aussi analyste politique, il ne pense pas qu'on peut préparer la guerre en même temps, se préparer à exécuter, donc à mettre en œuvre les accords. Ouais. Alors là, revenons, faites-nous une analyse sur le sens des engagements publics dans la diplomatie parlementaire. En fait, les députés ont un rôle aussi ils sont députés, ça veut dire qu'ils représentent la population. Ils sont députés, ils appartiennent à plusieurs forums, d'autres députés des autres pays. Et donc, ils peuvent comme ça porter une cause et l'expliquer aux autres députés pour obtenir des soutiens ici ou là. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Je crois que c'est là où Kamere abuse de sa position et des propos injustifiés, injustifiables qu'il va tenir. Il n'est pas le seul, mais les députés ont aussi la possibilité, quand ils rencontrent leurs homologues d'autres pays dans ce genre de forum, ils peuvent pousser une cause pour qu'elle puisse être entendue par les opinions publiques d'autres pays. Oui. Et quand même, c'est une grande plateforme, la 6e conférence, quand il s'est exprimé. Alors là, est-ce qu'on peut revenir sur comment préserver la crédibilité des institutions dans les processus de paix? Puisque quand il a dit ça, la réaction après? La réaction après, c'est que quand on regarde, nous qui suivons ça quotidiennement, et que ce soit le pays en lui-même, la République démocratique du Congo, que ce soit ses autorités, ils sont devenus la risée du monde. Tout le monde se moque des autorités congolaises, de par leur stature, de par leur imposture, de par les discours contradictoires qu'ils tiennent. Ils ont des attitudes, je viens d'expliquer ici, un coup à gauche, un coup à droite. Tout ça, ça manque de colonne vertébrale. Et donc, on se moque d'eux. Ils sont les seuls à ne pas se rendre compte qu'ils sont la risée du monde. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de crédibilité. Et c'est pour ça que leur diplomatie est une diplomatie... Alors les risques, si vous permettez, les risques de blocage ou de fragilisation de l'accord, puisque là, c'est comme ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils le font quand même, ils continuent. C'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on n'obtienne pas la mise en application des accords signés. Maître Gassominard dit à juste titre, il y a deux situations qui sont incompatibles. Ou vous vous engagez à faire la paix et vous montrez la volonté de le faire et vous avez les garants de l'accord et vous avancez avec. Ou vous préparez la guerre, ce qu'il est en train de faire. Vous ne pouvez pas être en train de négocier à Doha et aller recruter les mercenaires. Ils ne viennent pas en vacances au Congo. Vous ne pouvez pas être en train de négocier, dire que vous voulez faire la paix et continuer à laisser entrer des militaires burundais dans la plaine de la Ruzizi. Vous ne pouvez pas préparer la paix et continuer à armer les Wazalendo et à les laisser attaquer les positions de l'AFC M23. Donc, c'est aussi ça, ces contradictions dont on parle. Est-ce qu'on veut la paix? Est-ce qu'on veut faire la guerre?
Quand même, ça perdure, ce n'est pas d'hier. On a vu les contradictions à partir de Doha, après Washington. Alors aujourd'hui, que peut faire le Parlement rwandais pour maintenir le cap? Une analyse. Une analyse. Votre point de vue. Oui, je crois que le Parlement rwandais s'est réuni, s'est exprimé. Pour cette cause. Le Parlement rwandais appartient aussi à ces forums-là. Ça veut dire qu'ils vont diffuser la bonne information. Ils vont informer leurs collègues députés en disant c'est quand même dommage que le président de l'Assemblée nationale du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, tienne des propos ici. Ils vont rappeler à leurs collègues députés que le Rwanda est résolument engagé dans ce processus de paix et ils peuvent factualiser ça. Et après la signature, il y a eu le Conseil des ministres qui a adopté. On a vu et entendu le ministre des Affaires étrangères Nduhungirehe au Parlement et le Parlement a adopté une loi. Le Rwanda, le Congo, à Doha, ont mis en place un comité de suivi qui va maintenant être déployé sur terrain. Le Rwanda est prêt, il a fait ce qu'il doit faire. Mais dans la mise en application de cet accord, le Rwanda ne pourra pas agir seul. Il va falloir que Kinshasa aussi montre des manifestations de sa volonté. Or, Kinshasa fait du rétropédalage. Et donc, je crois que les députés rwandais vont utiliser les canaux de diplomatie parlementaire dont ils disposent pour refixer les choses et quitter la rhétorique victimaire que Kamerhe est en train de nous servir. Jusque-là, il y a une partie qui prennent comme une blague ce qui se passe en RDC et une autre partie qui disent que c'est une stratégie. De votre point de vue, est-ce que vous pensez que c'est de l'ignorance ou bien c'est aussi une stratégie? Ce serait mal connaître la situation. Il n'y a pas d'erreur dans ça, il n'y a pas d'ignorance. Je dis, depuis le début, Tshisekedi a fait une fixation sur le Rwanda. Pour éviter de rendre compte des manquements internes, pour éviter qu'on lui parle de corruption, de détournement, du tribalisme, lui, il a délocalisé ces problèmes, il les a transférés au Rwanda. Et il se tient à cette ligne-là. On peut passer beaucoup de temps à donner des éléments factuels qui montrent que c'est vraiment pensé. C'est une stratégie, elle est mauvaise, mais c'est une stratégie. Vous êtes expert, vous êtes spécialiste des politiques de la région des Grands Lacs. Alors, si un pays, à l'interne, ça ne va pas, ils ne peuvent pas gérer donc, la population dans tout ce qui est de l'interne. Est-ce que vraiment on peut espérer qu'il y a un espoir de continuer l'accord alors qu'à l'intérieur, il y a des problèmes qui sont vraiment... Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi la suite et puis évaluons comment il retourne tous les députés qui étaient FCC. Il en fait sa propre majorité moyennant corruption. Il déclare ouvertement qu'il veut changer la Constitution. Après, il y a de la résistance. Il n'y arrive pas, il abandonne. Il annonce qu'il veut intégrer l'opposition au sein du gouvernement. Ça négocie, mais on ne réussit pas à se mettre d'accord. Il multiplie les promesses, et ça, les Congolais s'enlacent. Tout ça, ça ne rentre pas dans la gouvernance. Est-ce que les Congolais ont accès aux services sociaux? C'est non. Est-ce qu'il y a des infrastructures depuis 6 ans qu'il est là? C'est non. J'ai encore vu un journaliste hier qui demandait à quelqu'un de l'UDPS, montrez-nous une école dans Kinshasa, construite par le nouveau régime. Il dit, il faut que j'aille chercher. Montrez-nous les universités dont... Il lui a sorti une liste de promesses. Il n'y a aucune promesse qui a été tenue. Et donc, au lieu
d'être comptables de ce qu'ils doivent faire pour le pays, ils préfèrent passer le plus clair de leur temps avec un discours victimaire, avec la rhétorique de haine qu'on connaît et des manifestations qui ne servent pas les intérêts de la population. Parmi les points, le contenu de l'accord de Washington, si on prend par exemple les réfugiés, oui. Maintenant, quel est votre point de vue? Puisqu'il y a des gens qui étaient prêts, qui disaient qu'ils veulent rentrer, mais avaient une condition. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle des réfugiés congolais qui veulent retourner au Congo? Quand vous avez l'AFC M23 qui a libéré des pans entiers du territoire de Rutshuru, Masisi, Kalehe, ils sont à Kabare, ils sont à Goma et Bukavu, qu'ils ont sécurisé ces endroits, qu'ils ont démantelé les camps de déplacés, qu'ils sont en train de construire les routes. Je peux penser qu'il reste peu de choses pour que les conditions soient réunies et que ces réfugiés puissent rentrer même d'initiative. Ils n'auront pas besoin de... je crois que 1994, quand les Rwandais rentrent du Burundi, du Zaïre et de l'Ouganda, le HCR est absent. Ils rentrent chez eux parce que le pays est libéré. Je pense qu'on peut avoir un mouvement comme ça. Ils quittent les camps au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, et d'initiative, ils rentrent chez eux parce que c'est leur droit fondamental. Oui. On parle de dialogue régional, donc entre diplomatie et contradiction, la cohérence mise à l'épreuve. Ici, je vais revenir sur un extrait pour la déclaration. En renouant, je cite, en renouant une rhétorique incendiaire à Genève, à peine 2 semaines plus tard, l'honorable Kamere a remis en cause l'engagement qu'il avait lui-même publiquement déclaré, suscitant des doutes quant à la sincérité du Parlement de la RDC dans les efforts interparlementaires en faveur de la paix. À quel niveau peut-on alors évaluer la crédibilité du Congo? C'est parce que c'était une grande plateforme et ça, c'est la préoccupation du Rwanda. Non, mais les parlementaires rwandaises sont dans leur droit de dire qu'ils sont inquiets parce que le Parlement congolais est à la solde à la fois de l'UDPS et de la présidence. Je disais tantôt que tous les politiciens, personne ne veut travailler pour le pays. Ils travaillent pour eux-mêmes. Kamere est entre plusieurs eaux. On sait le degré de sincérité qui est le sien. Donc, en tenant des propos pareils, et pourtant, on sait dans ce que Maître Gassominar vient d'expliquer, dans la procédure en droit international, les accords internationaux sont intégrés à l'arsenal juridique du pays. Est-ce qu'après des propos pareils, Kamere peut convoquer une séance plénière et dire aux députés congolais, on va adopter l'accord soit de Washington, soit de Doha? Moi, j'ai un doute là-dessus. Oui. Donc, la crédibilité même du Parlement est mise à mal par son président, mais il essaie de se ranger derrière son président pour montrer, ils ont un mot à la bouche, loyauté vis-à-vis du chef de l'État, ce qui ne veut rien dire au fond. Ils sont en train de donner des éléments aux députés qui se lèveront un jour et qui diront « mais notre président du Parlement a déjà fustigé ces accords ». Il faut se souvenir qu'il y a une résolution du Parlement congolais qui interdit au gouvernement de négocier avec l'AFC M23. Alors, est-ce que cette résolution est caduque? Est-ce que c'est toujours d'application? Voilà le type de contradiction qu'on peut relever dans un débat comme celui-ci. Oui, je vais revenir sur un extrait de ce que le président
du Sénat rwandais, Dr François-Xavier Kalinda, a souligné avec une conviction l'importance cruciale de la coopération parlementaire. Donc, dans le contexte actuel, je cite, « Nous croyons fermement que la coopération parlementaire multilatérale n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde fragmenté. Elle est un outil de prévention des conflits, un vecteur de diplomatie préventive et un catalyseur d'une gouvernance mondiale équitable. » Fin de citation. Alors, le Rwanda est prêt, comme le président du Sénat l'a dit. Alors, c'est quoi le risque? Parce que maintenant, le Parlement du Rwanda vient de partager l'inquiétude. Et quand on considère ceci, ça c'est le point de vue du Rwanda, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans un monde fragmenté. Est-ce que c'est toujours possible alors de collaborer avec, de croire à cette plateforme si la plateforme ne réagit pas pour... Non, je ne pense pas que la conférence des présidents des assemblées nationales va réagir. Non, ils vont prendre acte de ce que Kamere a dit, qui reste là, qui dans la propagande, on connaît ce que racontent les autorités congolaises. Je disais tantôt qu'ils vont obtenir des clarifications de la part des députés rwandais et ils pourront, à l'occasion, probablement, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent offrir leurs bons offices en disant, voilà, nous comme organe, nous pouvons parler à la fois aux Congolais, à la fois aux Rwandais, à la fois aux Burundais. J'espère qu'ils le font. C'est aussi ça, cette diplomatie parlementaire dont on parle. Mais ça va heurter, ça va buter sur la mauvaise foi et l'agenda de Kinshasa. Oui. Kinshasa ne veut pas faire la paix. Il multiplie comme ça les accros à toutes les démarches, les négociations et les accords. Donc tous ceux qui vont leur donner des conseils d'amis pour dire il est temps de faire la paix, ils vont les écouter de manière assez distraite et ils vont continuer à s'armer. Ils ont amené des mercenaires et ils vont pousser les Wazalendo pour dire ce n'est pas les FARDC qui ont attaqué. On a vu le communiqué des FARDC qui est une comédie. On interdit les militaires congolais d'attaquer les positions de l'AFC M23. Mais les Wazalendo sont autorisés à le faire. Ils sont armés par le gouvernement, et ils sont nourris par le gouvernement. Voilà beaucoup de contradictions qu'on peut relever dans la parole officielle, dans les comportements des officiels, et à l'extérieur, ils perdent toute crédibilité. Parce que le monde les regarde quand même. Donc, en termes de crédibilité, puisque maintenant on peut voir, on peut dire que la crédibilité n'est plus quelque chose de... ils n'ont aucun problème. Parce que ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur pour un politicien congolais à quelque niveau que ce soit. Être crédible, non. Il veut quelqu'un qui nage dans la corruption, alors, si on va dans les détournements, dans le tribalisme. Il ne demande pas à être crédible. Il n'en veut même pas. Alors là, ça devient très dangereux, puisque si la crédibilité n'est pas quelque chose de très important, alors que c'est au niveau de Parlement et tout, alors que maintenant on va revenir sur la population. Là, on vient sur l'importance du suivi du citoyen. Il y a aussi le médiatique et l'international. Oui. Là, ça va impacter non seulement la région, mais aussi l'Afrique et le monde entier. Parlons du citoyen, des jeunes, de la jeunesse qui maintenant prend au sérieux tout ce qui se dit. Quel est le risque alors si le Parlement de la RDC ne prend pas au sérieux, bien ne valorise pas la crédibilité, alors qu'elle a une grande influence dans la jeunesse? Influence, non vraiment. Des informations, là c'est vrai. Il y a un divorce qui est consommé depuis très longtemps entre la classe politique et la population congolaise. Quand vous parlez de la population congolaise, est-ce que vous êtes en train de mentionner aussi la diaspora congolaise? Parce qu'elle est en Belgique, elle est en France. Mais la diaspora manifeste chaque semaine contre le pouvoir de Tshisekedi.
Encore contradiction. La diaspora, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il faut regarder les gens de la diaspora, ils disent qu'ils sont déçus. Donc, que ce soit la diaspora, que ce soit ceux qui sont en interne, que ce soit l'Église catholique. C'est carrément, c'est l'unique institution qui reste dans ce pays, qui tient au moins l'éducation et la santé en République démocratique du Congo. Malheureusement, l'Église ne peut pas construire de route. Mais au moins, ils tiennent les centres de santé, les hôpitaux, ils amènent quelques médicaments pour soulager la population. L'État a démissionné en République démocratique du Congo. Et donc, la crédibilité, non. Alors, quand on parle... le citoyen congolais, on appelle un citoyen moyen, il ne fait pas confiance à sa classe politique. Okay. Alors là, j'allais parler de l'impact non seulement dans la région, mais aussi en Afrique. Dans la région, je crois que les autres pays surveillent, oui, toute la région. Non, mais il y a une alliance entre Bujumbura et Kinshasa qui est aussi un obstacle au processus de paix. Mais à côté, vous avez la Tanzanie, vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya, vous avez les autres pays qui regardent ça et qui sont inquiets. Parce que quand vous avez une alliance avec les FDLR et que le pouvoir burundais a une connivence avec les mêmes FDLR qui sont soutenus par Kinshasa, comment pouvez-vous vous dire « Ah oui, on a eu la fumée blanche à Doha, maintenant on va mettre en application l'accord de paix ». Non, Bujumbura n'en voudra pas. Sur demande de Kinshasa. Bujumbura est en train d'envoyer des militaires dans la plaine de la Ruzizi. Est-ce qu'ils viennent faire la paix? La réponse, c'est non. Et donc, à un moment donné, c'est vrai, le fait que ces accords soient signés et parrainés va mettre à la fois Bujumbura et Kinshasa le dos au mur et on peut envisager. Ok, là maintenant je comprends parce que c'est au niveau du Parlement, c'est la politique. Parlons maintenant en général parce que là c'est le dernier point pour parler du développement en Afrique. Ça c'est un air où il y avait un mouvement, vraiment on voit la jeunesse, elle est en train de s'unir, il y a des concerts, il y a d'autres activités, il y a le loisir. À part ce qui s'est produit en avril pour semer la discorde entre la jeunesse dans le loisir et tout ça, maintenant quel est le message pour ceux qui nous suivent, la jeunesse maintenant, puisque à ce niveau, il n'y a plus question de... Donc quand il n'y a pas de précaution pour la crédibilité, quel message pour la nouvelle génération qui aimerait comprendre? D'abord, la jeunesse africaine, elle est instruite. C'est un atout considérable. Elle est connectée, comme on dit. Il n'y a pas une information qui se passe au bout du monde qui ne soit pas accessible à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est consciente qu'elle n'attendra pas les instructions des capitales occidentales. Et donc, il faut accompagner cette prise de conscience et cette maturité et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour qu'ils se prennent en charge. Merci beaucoup, Tite. Alors ici, on ne doit pas mettre de côté la désinformation, le poids de désinformation, parce qu'on parle de l'importance du suivi d'un citoyen, les médias, l'international, la communauté internationale. Il était question de considérer aussi ce poids de désinformation actuellement avec le digital, oui. Quelles sont les précautions à prendre? Mais je disais qu'ils sont instruits. Ils sont instruits, mais quand même... Il va falloir qu'ils fassent la part des choses. S'ils sont connectés, ils ont la possibilité de vérifier l'information et pas avaler brut. Donc, dans ce niveau d'instruction qu'ils ont, dans cette capacité d'analyse, il va falloir qu'eux aussi fassent le tri entre les fake news qui pilulent beaucoup et qui vont à une grande vitesse
et la bonne information qui lui soit utile aussi. Ce qu'il consomme, est-ce que c'est utile ou pas? Oui. Donc, dans le développement psychologique de quelqu'un, dans sa capacité à être un bon citoyen, il regarde aussi ce qui lui est utile. Tout ce qu'on nous déverse sur les réseaux sociaux n'est pas dans notre intérêt et nous n'avons pas à le consommer sans vérification. Merci beaucoup. Je vais finir par vous demander, de votre point de vue, il y a des inquiétudes au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement. Vous, personnellement, en tant qu'analyste politique et aussi journaliste et aussi quelqu'un qui aime vraiment, vous êtes patriote, mais aussi vous aimez aussi l'Afrique. Quelle est votre propre inquiétude et que pensez-vous qui devrait être fait pour que, quand même, on puisse aller sur le bon chemin? En Afrique ou dans la région? Dans la région. Dans la région. Dans la région. Dans la région, il y a encore beaucoup d'obstacles. Il y a ce qui est visible, hein, la pointe de l'iceberg, elle est visible. Il y a ces manœuvres dont on vient de parler. Mais il y a aussi des forces obscures derrière les deux capitales, Kinshasa et Bujumbura. Quand je parle de forces obscures, c'est parce que je refuse de citer nommément les forces qui sont derrière ça. Et l'idéologie génocidaire reçoit un soutien qui est réel. Quand vous voyez qu'il y a des déclarations, les gens refusent de condamner les FDLR. Au nom de quoi? Parce qu'il y a tout ça. Donc je crois que la région ne va pas s'en sortir comme ça parce qu'on revient de Doha et qu'on on a signé à Doha. Non. Il y a beaucoup de pesanteurs. Heureusement que, on va dire, sur le plan politique, diplomatique et militaire, les deux capitales sont très faibles. Et on va dire, heureusement, à un moment donné, on devra leur imposer, c'est ce qu'on appelle, ils vont marcher contre leur gré. Et c'est ce que moi j'attends. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. On était en train de parler de dialogue régional entre diplomatie et contradiction. Ici, on ne peut pas s'engager pour la paix, donc comme on a dit un jour et dire le contraire le lendemain. C'était propos, majuscule propos. On a parlé on a écouté Maître Gasseminel qui a partagé la mise en exécution des accords du côté du Rwanda. Et maintenant, Tite vient nous partager de son propre point de vue. Et vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.